My name is Charity Chinsenda Kalombo. I'm the Vice President for Zambia Institute of Planners. I have a passion for this topic, Africa's new cities, and my presentation is not really as I'm caught in between to talk as a government worker, as a planner, and also as a politician. So I need to see how I can be practical, and that's how come I chose this perspective and to show you just a little bit. So the pictures that you're seeing there is what is currently happening in Lusaka. Lusaka is in the central or south part of Africa. We are nearer to Zimbabwe and South Africa, so this is a little bit different to what is happening in here. We have new cities, but my topic is going to look at the infrastructure in those new cities and how do we incorporate what happens and what are the impacts and what are the consequences of this infrastructure that we are looking at. I'm taking a governance approach. So the picture on your right, that's the Chinese-owned Kingsland city. In there, a property costs more than $40,000. A local employee cannot afford, but we have people that have bought, politicians have bought, and this city is sitting on the water resource for the city. So we have a contaminated city. The houses are really beautiful. That's the next picture that you see there. One of those flats is the one that costs $40,000+. Then the other one that you see there, the down one, is an informal settlement. Like I said, I work mostly in informal settlements, but as well as also looking at how we can put in the rules and the laws for planners that are working in these projects that have been provided. Next slide, please. So I'll look at the linkages of new infrastructure, administrative procedures, and social impacts, environmental impacts, economic and political impacts, and then I'll conclude by saying what we can do better in going forward. Yeah, so talking about the linkages of this new infrastructure, we can see that usually urban areas are seen as a center of economic activities. There is high population like we have seen. There's also improved services, so it attracts people to go to the urban areas to go and look for new opportunities. In these new cities, you also see that there's improved health services. The distance that you walk to the health services compared to the rural area, I'm looking at urban and rural continent here, you find that there's a difference. In an urban area, the clinic is very near, and in a rural area, you have to walk a long distance for you to be able to access there. So you have people that are still having unattended medical, like births, where you only get help, that's women, very far away water points where you can go and draw your water. And then while in urban cities, you have user-friendly infrastructure, improved access to services, transport, financial services. You can be able to get a loan. In the villages or in the rural areas, you can't get a loan even when you have this land because you can't use that. So I'm adding a people perspective to these services. Yeah, so like I said, the urban areas often give opportunities to people that are in the rural areas, just as well as the urban areas also depend on the people in the rural areas to provide food. So we can go to the next one. So the picture you are seeing there is one where we see the gentrification coming to light. This is an informal settlement called Kalingalinga in Lusaka Township. This is how it was. The first, you can see that people are selling in the small shops. They have access to this is where they live. And then they don't have good roads. The place is always flooded. And also you have the spirit of children playing in these communities. The next picture is what this place looks like now. You can go to the next one. So this is how we changed this place. There's a hotel that came up in that place. There's also a shopping mall.
somewhere around this place where there's a mall, there used to be an office where one of my officers used to work in, and now there's a shopping mall. And this happened without following the correct procedures, but the politics had to decide that we have to change, and we put up a mall. Yeah, so the physical structures such as roads, power, or schools that facilitate commerce and transport and quality of life are also that's a new thing for urban areas, and this is what you find. The next slide. The other linkages are what I've talked about is the market linkages that you find that the rural areas are also buying from the urban areas, and also the urban areas are also depending on agriculture from the rural areas. Our local food comes from the subsistence farmers that are found in the rural areas, and these provide for a huge market that is found in the urban areas. Then you also look at housing creation, which has resulted into urbanization. You have a lot of migration. You have people coming to look for new jobs, so the informal settlements keep growing because accommodation in the informal settlements becomes cheaper, and they come to look for more jobs in there. So you also have reduced time in terms of travel from home to work because there's public transport, and also help in terms of floods in the city. So this is just to show that before the new projects come in, the places are flooded, and it's very difficult to even sell the merchandise. But when you have a new project or new infrastructure project, they now bring you drains, and they improve some of the drainage works. Yeah, so the new cities come, however, with a lot of disruption. Like I said, you have the social and environmental priorities that are misplaced. So instead of concentrating on schools, health, and environmental priorities, you find that sometimes you want to focus on these big projects for you to be able to see how these projects could be finished. Then you also talk about rapid urbanization leading to congestion in terms of transport, and also disease outbreak. If you look at the pictures that I've shown there, the part where now you get, the places get flooded, we have had outbreaks of cholera, so with the coming of COVID also, it couldn't actually help things more. So you also have shifts in capital availability. Now, instead of focusing on education, you now focus on projects that have come in. Then also increase to migration, some of the things that I've talked about, and also pollution and disposal of construction and demolition waste. Sometimes this is just dumped within the roads. There's nowhere to go and dump. Our dump field is also like overused. There's no space for now to put what we call waste management. Okay, next slide. So what does this do? How does the government come in? In here, I'm trying to talk about the administrative procedures and rules. For us, Cabinet, just to get one approval, it takes 8 steps. And if you have an investor today, they will not wait for those 8 steps for you to finish. So this causes a lot of pressure on the government, and a lot of pressure also on the investors, for they want to provide quick and attainable projects, but because of our lengthy procedures, it's not possible to get those projects done as fast as possible. Like I said, with Lusaka, we have a lot of what we call multi-facility economic zones. These are business modeled projects. They want to make money as quick as possible. Then also bureaucracy. When you look at the land policy, it hasn't been revised for a long time. We just revised it now. You look at the issues to do with environmental management. So you go back, you've done your housing policies, you've done your land policy, but as you're processing for your paperwork, for your properties, you find that it becomes difficult. It's a back and forth, and it takes years for these projects to finish. So this is some of the things that we need to look at.
Then also, the laws have to be reviewed. We have old and outdated laws. We are living in a city, we are living in times when now it's fast. There are now a lot of innovative ways in which we could carry out these projects, but then there's always a blockage because the laws are always outdated and it takes time for them to be reviewed. Yeah, so then you also have that's an unfinished structure posing a threat to public safety. And then you also have the shift in the resource availability and also the prolonged project timelines, which I've said, and uncoordinated planning procedures. So you are going forward, another person is not there to approve just there and there, and the things just take long, yeah. In terms of the social improvement, that's a picture of solid waste management. It is a huge problem for us. Yeah, it is a huge problem. Then you also talk about pollution of our underground water as well as the surface water that you see there. So those are just that poor impacts or impacts on the social and environment of our projects. Yes, we continue. Okay, so then there's also an increase in terms of accidents. I just brought this up because when you go to a new city, like you were seeing the one for Kajiado and the one which has been presented by Kenya, because of that change, there's always that excitement, and then you see that there's increase in terms of accidents. Those are just our records that I came around with on the internet for accidents. So economic and political impact, you have loss of small businesses because there's that new mall. What happened to that small shop that was there? Where are they selling from now? What has happened? Where are they staying? Then increased informal settlements, increased demand for services. Then you also have a deficit in terms of housing. There's low budget from the government to increase housing. And then also the change of use for land without consideration for procedures, as well as increased migration and higher cost of living. Because of those new places that are coming up, the person that is living near those places has now to change their marketplace where they can buy from. Yeah, so opportunities for research, we have data collection and also analyze the use for data and planning. And then also research studies to evaluate the projects. We can also have an opportunity to have south-to-south fertilization of ideas. What we've learned here can also be implemented in South Africa. It can be implemented in the East. It can be implemented in the North. So that is where we look at. And also develop the data and the information sharing. Next slide. What can be done better? I advocate for community engagement. These projects would not have failed if we had consulted the people, if we had included their culture, if we were a bit considerate. The projects would not have been failed, or this new city's ideas this time could have been implemented in the best way. Then we're talking about people-public-private partnership now. It's not PPP anymore. Let's include people in the private partnerships. Then also we need to support resilience and sustainability. There are so many innovations in what we've seen on how to make these cities sustainable, how to make them better. Then training of communities in prevention and coping management. That is what we need to do. Then development of plans that are people-centered. And then community should be involved in monitoring and evaluation of these projects so that they can say why it failed. I think this was my presentation. Thank you. Merci beaucoup. Je retire ce que j'avais dit pour les universitaires. Hein? Ce n'est pas les seuls bavards. Merci beaucoup. Merci Charity, je pense que votre présentation focus sur les infrastructures dans cette nouvelle ville est très intéressante, partant en fait de ce qui existe dans les nouvelles villes et ce qui existe dans les quartiers qui ne sont pas qualifiés de nouveaux. On voit nettement la différence entre les deux espaces et le fait que vous trouviez les liens
entre les deux, les liens à la fois positifs mais aussi négatifs. Et je pense que là aussi, vous avez ouvert des champs de recherche nouveaux sur lesquels il faudrait travailler. Les infrastructures peuvent intégrer, mais elles peuvent aussi désintégrer. Et ça aussi, c'est un aspect très important de votre recherche qui montre aussi que les infrastructures peuvent sécréter de nouveaux problèmes. Des problèmes de pollution, des problèmes d'érosion, des problèmes d'augmentation incontrôlée des prix, des problèmes de migration. Peut-être ça, nous ne l'avons pas encore expérimenté à Diamniadio, mais c'est des questions qui peuvent survenir dans le futur sur lesquelles il faut déjà commencer à réfléchir. Et c'est bien d'avoir terminé en nous présentant des opportunités de recherche et surtout des recommandations d'action sur ce qu'il faut faire en matière de formation, mais aussi en matière de community engagement, comment on peut mieux placer les populations au centre des processus, justement pour avoir des villes plus justes. Certainement, les participants vont revenir au plus profond de cette présentation dans le débat. Yes. Charity, for 2 minutes. Thank you, moderator. My last words are just two very important words that I've learned in my interaction with people. That's interest and influence. And these are two things that politicians and stakeholders usually have. All this discussion that we've had from morning until now, or from midday until now, only borders or influence and also interest can play a very critical role in that. Then in issues of climate change, what we have learned also is that data is very important. For these cities to thrive and also to be resilient, we need to be data-equipped cities. As we have learned now that cities are always evolving, they cannot evolve like that if we don't have the historical background of where we are coming from for us to be able to forge ahead for our future. That's my last word, moderator. Thank you. Je me présente du coup, je suis Pierre Renaud, je travaille chez GIS depuis 4 ans. Je suis ni chercheur ni ministre. C'est pas un exercice très facile parce qu'on est dans une conférence universitaire et je suis employé dans une entreprise privée. Cela dit, c'est intéressant de chercher à positionner quel urbaniste je suis dans une entreprise d'ingénierie et ces points de rencontre entre la recherche et l'entreprise sont intéressants parce qu'ils sont rares. Je vais décomposer ma présentation en 3 grandes parties, présenter un peu ce que fait GIS sur le domaine de la ville et puis petit à petit donner le focus sur le continent africain, montrer ce qu'on fait spécifiquement au sein de mon département, illustrer quelques projets de villes nouvelles ou d'extension urbaine. Et c'est bon. Et à la fin, relever quelques points qui rassemblent plusieurs points qui ont été abordés aujourd'hui, qui n'ont pas la prétention d'une synthèse, mais qui peut-être appuieront quelques éléments qui ont déjà été évoqués précédemment. Donc Aegis, grande entreprise française, représentée mondialement, avec notamment sur cette première page, imaginez qu'on se voit concrétiser un futur durable. Et aujourd'hui, on a quand même très peu entendu de durabilité et d'environnement, alors qu'on est dans une période du monde où les questions climatiques et environnementales sont un enjeu extrêmement important pour tout type de développement. Et faire de la ville, ça constitue souvent, en tout cas en termes d'extension, à aller contre la nature, et il faut qu'on fasse l'effort, tous ensemble, de développer des villes qui s'interfacent avec la nature. Notre offre Aegis, donc c'est évidemment la ville, les transports, l'eau, l'énergie et toute une panoplie de sujets qui vont de la conception à réalisation, mise en travaux et opérationnalité des infrastructures qui sont mises en place. L'histoire d'Aegis sur le continent africain, c'est avant tout la francophonie, ce qui nous rassemble et ce qui nous permet de nous comprendre facilement. Le bureau Afrique, du coup, est installé à Casablanca et nous venons de réouvrir à Dakar une représentation pour mener à bien les projets de l'entreprise. La ville durable.
Les enjeux de la ville durable, on les traite au quotidien. Comme je le disais en introduction, l'urbain est souvent opposé à la nature. Ce schéma tente d'illustrer une approche intégrée de la ville. Alors il y a plusieurs enjeux sur l'approche intégrée. Il y a un enjeu spatial dans les projets quand on les spatialise, mais il y a aussi un enjeu de prendre en compte les différentes professions, les différents métiers au sein de l'entreprise et de l'ingénierie. Quelques secteurs avec haute valeur ajoutée, qui sont des sujets parfois à la mode, mais auxquels il nous incombe de participer activement pour espérer relever les challenges qui sont des challenges globaux, en passant par la conception bioclimatique, la structure urbaine. Tous ces sujets sont intrinsèquement liés. C'est ce que tente d'illustrer cette image en nid d'abeille. Donc j'ai juste mis en quelques rappels la typologie de projet sur lequel on intervient. Espace public, paysage, planification urbaine et régionale, zone économique, zone de tourisme, loisirs, sport, patrimoine, transport public, et derrière la dame, résidentiel et mixed use areas. Notre approche, il y a le cycle du projet que j'ai mis juste pour rappel. En tant qu'urbaniste concepteur et dans une équipe qui gère les questions de ville, on commence généralement par un diagnostic, on s'occupe du concept, de la faisabilité et généralement on s'arrête à la conception détaillée. Ça, c'est un cycle de projet qui est commun à l'ensemble des praticiens de la ville et de d'autres projets en général. Notre approche, quelques mots-clés importants. L'écologie du territoire, et on l'a mis en point 1, les moteurs économiques, le métabolisme et comment les villes fonctionnent avec leur hinterland, les questions d'agriculture, qu'on va aborder un peu plus tard, mais on a découvert notamment sur un projet, enfin on l'a découvert, on le savait déjà, mais ce projet nous a permis de mettre l'emphase sur l'idée que les villes vivaient dans un hinterland et qu'on avait souvent des ceintures vertes productives, et c'est des ceintures vertes qui alimentent la ville. Donc aller faire de l'urbain pour de l'urbain, ça déséquilibre parfois les grands équilibres en cours dans les territoires. Et ensuite, on a une fine connaissance des systèmes et technologies d'ingénierie, et c'est là que l'approche intégrée intervient. On le verra aussi un peu plus tard dans un des projets. Je vous propose maintenant de repasser en revue quelques références et portefeuilles de projets. Alors, j'ai mis cette référence, il manque du texte, voilà. Nouadhibou, pourquoi est-ce que j'ai mis cette référence? J'étais pas encore chez Aegis quand ce projet a été développé. Mais donc vous voyez la date, c'est 2013-2015, et on vient d'être reconsulté pour mettre à jour le schéma directeur de la zone et du bassin halieutique. Et je pense que la notion de temporalité est un des mots-clés à reprendre de cette référence-là. Le lac Rose, donc Aegis était impliqué en phase amont en termes de conception. Je ne suis pas trop d'accord avec le titre d'une ville nouvelle, j'aurais plutôt tendance à parler d'une centralité au sein d'une métropole, puisque pour moi le continuum urbain entre la ville existante et la future zone est quasiment rempli. Et donc on est effectivement dans une nouvelle centralité, mais je ne crois pas qu'on puisse parler de ville nouvelle. Ça, c'est une mission récente qui nous a permis de... Donc c'est le plan de verdissement du Grand Noukoué. À l'origine, et je vais essayer d'être un peu plus rapide pour finir, à l'origine, ce plan, c'était l'aménagement d'un parc au centre de Cotonou. Et en fait, il nous a été donné l'opportunité de déscoper notre projet et nous a permis de développer une connaissance assez fine du territoire. Et dans la métropole ou la capitale béninoise, il y a notamment un projet de ville nouvelle ou de cité administrative qui s'appelle Weho et qui est effectivement très bien localisée puisqu'elle est sur les hauts plateaux, mais elle est très mal desservie et les formes urbaines qui sont développées ne laissent rien de présager de bon pour la durabilité de ce territoire. Et encore une fois, comme j'ai dit un peu avant, on voit que la ceinture verte et donc les espaces, l'interface entre la ville et la nature participe à l'équilibre du territoire puisque tout ce qu'on voit à l'échelle assez réduite sur cette slide, c'est une ceinture verte productive qui alimente le territoire. Donc si on s'amuse, entre guillemets, à
à ne pas faire les bons choix d'urbanisation. On va détruire cette ressource qui est aujourd'hui très présente. On va rentrer dans un scénario Mexico City, à devoir faire du faux pour avoir de la présence de la nature. Et on va rentrer dans une, certes, économie monde, mais je pense qu'un des piliers de la durabilité est le fait de pouvoir consommer des biens qui ne viennent pas de très loin. Un projet sénégalais sur lequel j'ai eu beaucoup de plaisir et un petit peu de responsabilité aussi. C'est une station touristique au nord de Abéné. Donc c'était un travail avec la SAPCO. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on avait une programmation, on avait un territoire donné, un périmètre donné, on a dû faire une analyse multicritère et on a dû implanter une ville nouvelle ou en tout cas un nouvel établissement urbain à des fins touristiques et de loisirs. Quelques grands arbres existants avec beaucoup de valeur, une interface maritime avec un front maritime à préserver, avec une buffer qui est inscrite dans la loi, et tant mieux. Et puis cette question de comment implanter un objet urbain à fort impact sur le territoire sans, a priori, relation avec le village existant. Et donc, une des forces de ce projet, ça a été de pouvoir dire à la maîtrise d'ouvrage et de pouvoir être en position d'expertise suffisamment forte pour lui exprimer, par exemple, qu'il était hors de question de grillager la station, qu'il fallait que ce soit quelque chose d'ouvert pour les populations locales, et d'utiliser pour le village l'implantation d'une station d'épuration qui servirait, qui serait financée par l'opérateur du développement de la station touristique. J'ai mis ici une référence qui n'est pas africaine, ce qui permet aussi de sortir un peu du continent, mais référence intéressante puisque en fait, elle permet de faire de la ville nouvelle en termes théoriques et non en termes pratiques. Et donc, le Koweït avait commandé à Aegis, juste avant que je rentre dans l'entreprise, un guide de la ville durable. Comment est-ce qu'on fait de la ville nouvelle et comment est-ce qu'on fait de la ville nouvelle durable, bioclimatique, associée au territoire. Et donc ça, c'est un livre purement théorique. Ça donne des idées, ça exprime les choses. On ne sait pas si ce livre restera dans une armoire ou s'il sera effectivement utilisé. En tout cas, il fait avancer le débat d'idées, il fait avancer le champ de la connaissance, etc. Un projet tout récent, qui n'est d'ailleurs pas encore fini. L'Arabie Saoudite, dans son plan 2030, a mis en place une société qui s'appelle Saudi Downtown Company et qui vise à développer un nouveau mode d'habiter pour faire la promotion des espaces piétonniers, des espaces cyclistes, ne pas faire de l'usage de la voiture un prisme de lecture permanent sur la ville. Et donc vous voyez ce genre de projet qui pose quand même question parce qu'on est clairement ex nihilo et on est en lien direct avec une autoroute existante. Et ce projet, même si dans les grandes lignes est annoncé comme un avènement d'un nouveau mode d'habiter, il est difficilement concevable de se dire qu'on va profiter et qu'on va pouvoir vivre dans un endroit comme celui-ci, en bordure d'autoroute et notamment d'échangeurs. Alors quelques points rapidement. Donc ça a été dit dans la journée, mais pour nous, la question des villes nouvelles, elle est portée au niveau élargi des territoires. Donc c'est des schémas nationaux d'aménagement, c'est des structurations et définitions de polarité. Ça marche plus, non ? Si ? Bon, je ne sais plus. Les villes nouvelles, c'est un pari sur l'avenir, c'est un saut dans les hypothèses de développement du territoire, et donc ça appelle à beaucoup de prudence et beaucoup d'analyse, beaucoup de diagnostic des territoires avant de se lancer dans la création de villes nouvelles. J'ai mis ici ce que j'ai appelé le paradoxe du droit à la ville, parce que quand on parle du droit à la ville et d'Henri Lefebvre, on est sur des enjeux sociaux très forts et sur une démarche engagée. Et en fait, ce droit à la ville, il est aujourd'hui justifié par la loi du marché et la financiarisation de la ville.
pour finalement transformer l'usage des sols. Et donc ce biais foncier, sous prétexte qu'on est en train de produire de la ville pour tous, et en fait, mais je pense que ça a été illustré par d'autres projets dans la journée, est en fait faux. Je parle aussi du métabolisme urbain. Ah, mais je ne suis pas du tout sur... Excusez-moi, je suis sur deux fronts. J'ai rajouté un point qui est celui-ci, qui est le quatrième, l'avant-dernier, pardon. Du coup, les espaces verts productifs, j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi le rôle de l'arbre. Et ma petite expérience dans les villes africaines me fait penser que l'arbre a un rôle de support de patrimoine et de fonction économique. Et donc faire la table rase de l'existant et notamment des paysages qui ont une forte valeur, et je crois toujours une erreur. Et il y a toutes les questions de rentrer dans l'intimité du territoire, d'étudier les nivellements, d'étudier les cours d'eau, d'étudier tout ce qui est risque, mais qui est aussi opportunité du territoire. Et souvent, on l'oublie, on fait une table rase des territoires, alors qu'ils ont énormément de valeur et une attache de la part des habitants, si tant est qu'il y en ait. Après, il y a la question des valeurs du praticien. Sur tous les projets, on est toujours avec beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de responsabilité, parce que dans les grands enjeux, les grands équilibres territoriaux, avec notamment la place de la nature, aller couper de la forêt, aller aplatir des montagnes, ça a des impacts très forts sur les territoires et sur leur fonctionnement, et ça nous incombe une très forte responsabilité. Sur la partie un peu plus infrastructure, donc effectivement, c'est toujours passionnant de relever les défis techniques, mais c'est toujours très important aussi de pouvoir faire des pauses et de dézoomer sur les projets pour pouvoir un peu reprendre du recul et savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire réellement. La démarche intégrée, elle est faite d'itérations. Et tout à l'heure, vous avez mentionné l'idée que les infrastructures pouvaient ou devaient être un préliminaire au développement de la ville ou de certains noyaux urbains. Mais en fait, je pense que l'itération, elle est beaucoup plus en amont, puisque aujourd'hui, on a les capacités, par l'architecture bioclimatique, par les mobilités, de immédiatement réduire, par exemple, la place de la voiture ou réduire les consommations d'énergie des quartiers. La perméabilité des sols fait partie aussi de ces enjeux. Ah oui, pardon, j'ai un petit point juste. Le fait que les maîtrises d'ouvrage soient plutôt faibles dans leur processus décisionnel et que les maîtrises d'œuvre aient un haut niveau d'expertise et soient plutôt fortes, ça invite à beaucoup d'échanges et ça incombe, encore une fois, aux sociétés d'ingénierie ou aux experts une certaine responsabilité et notamment d'inflexion des maîtrises d'ouvrage. Alors les opportunités et les défis. Ok, on va faire comme ça. Il y en a 4, ils sont assez forts. Effectivement, et ça a été relevé ce matin dans l'excellente introduction de la journée, sur l'ampleur du défi qui arrive sur le continent. En tant que praticien de la ville, on a accès, nous, à des projets ou à des offres qui sont dans le débat de la ville d'aujourd'hui, donc de Line, NEOM, comme il a été présenté, ou de New Indonesian Capital City. Ce sont des sujets qui animent notre réflexion sur la ville en général et qui posent de fait un questionnement sur le rôle de la ville face à la nature. Il y a des questions plus techniques du planificateur, donc faire de la ville pour qui, à quel prix, quel partenaire, quel rôle, on en a parlé, je pense que ce sera aussi des choses qui seront développées demain. Et ensuite, il y a la nécessaire question de la présence du privé dans les cas de partenariat et de développement de nouvelles villes. Il y a les phases de diagnostic qui sont importantes, on l'a déjà dit, la programmation, on passe à la spatialisation, qui est la phase la plus amusante, le dimensionnement, avec des allers-retours entre spatialisation et dimensionnement, pour implanter les meilleures stratégies d'infrastructure et d'ingénierie. Et puis après, c'est la gouvernance. Une fois que la ville est faite, on la lâche dans le grand bain. Et du coup, à qui elle revient? Est-ce que les structures publiques sont suffisamment fortes pour assumer et pour la gestion ou pour continuer à développer et à tenir les schémas directeurs? Ça, c'est une grande difficulté, parce que c'est des temps très longs.
et comment gérer les effets pervers de ces nouvelles centralités, si tant est qu'elles le deviennent, avec notamment des enjeux de valeur foncière et de grands déséquilibres à l'échelle des métropoles, et puis la question de la place de l'informel, qui devrait être pensée bien plus en amont que plutôt de devoir gérer des effets pervers. Voilà, merci. Il a parlé des solutions, c'est-à-dire des décisions que doivent prendre les ministres, mais des tendances que décèlent les universitaires. Donc il n'est ni universitaire ni ministre, mais il est entre les deux. Et c'est ça qui fait le charme de sa présentation, qui est quand même très structurée autour du cycle du projet urbain de Aegis. C'est une bonne publicité, mais ça nous permet aussi de comprendre quel est l'esprit qui sous-tend votre approche, que vous avez qualifié d'intégrer, et qui est très intéressant parce qu'avec un seul mot, vous arrivez quand même à nous expliquer votre modèle d'aménagement, votre modèle économique. Si c'est à Noadoui, c'est la temporalité, la centralité au Lagos, la durabilité au Grand Nokoué. À Kafountine, à Bénin, peut-être c'est beaucoup plus le social et l'écologique. Donc vraiment, on voit quand même qu'il y a un esprit qui sous-tend votre démarche d'aménagement, et ça aussi c'est très intéressant. Même si vous êtes sorti de l'Afrique pour nous faire voyager jusqu'au Koweït et en Arabie Saoudite, là vous insistez beaucoup plus sur les polarités, et ça aussi c'est important. Et vous terminez par des retours d'expérience qui sont beaucoup plus des leçons et des défis sur vraiment les nouvelles dynamiques d'aménagement qu'on devrait prendre en compte désormais dans nos modèles, avec l'opposition, le tout financier et la prise en compte du symbolique, mais aussi des concepts clés en matière aujourd'hui de gestion des eaux ou du cycle de l'eau dans la ville, qui n'est plus une affaire seulement d'infrastructure, mais une affaire d'aménagement. Là où on n'a pas encore imperméabilisé, il faut peut-être faire en sorte que les capacités d'infiltration des eaux de ruissellement soient garanties pour recharger la nappe. On le dit souvent, l'eau n'est pas un déchet, c'est une ressource. Bien gérée, c'est une ressource. Heureusement aussi que vous insistez sur, on le traduit très mal en français, on dit marchabilité, en anglais c'est plus sexy. Mais en France, c'est très important parce que 70% des déplacements, par exemple, nous dit le CETUD, c'est la marche à pied. Malheureusement, on ne reconfigure pas nos villes pour encourager que les gens marchent, sinon nous tous, on va devenir vieux avant l'âge. Et la question des valeurs foncières, qui sont aujourd'hui l'outil même du financement de la ville, la place de l'informel, c'est très important parce que même les programmes structurants que nous développons avec l'État, ils ne prennent pas en compte l'informel, parce que tout simplement, on n'a pas la lisibilité de leur solvabilité. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous devons réfléchir. J'ai fait moins bien que Sina. Je n'ai pas voulu vous interrompre parce que j'ai dit un après-midi comme ça aussi, on peut la prolonger, ça ne fait pas de mal. C'est des présentations extrêmement intéressantes, très documentées, avec surtout des images. J'espère que nous pourrons collecter toutes ces présentations qui peut-être vont nous servir à échanger avec ceux qui ne sont pas là. Vraiment, c'est 3 présentations très complémentaires, mais aussi assez riches. Je pense que nous allons prendre seulement 10 minutes pour les débats. Une première question sur la question de la gouvernance, qui est un point important dans la création des villes nouvelles. Comment intégrer les mutations institutionnelles que les villes génèrent. Et ma question serait surtout par rapport au choix d'aménagement. On sait que la création des villes nouvelles et même le développement des villes, c'est éminemment politique. Et on se rend compte des fois que les choix d'aménagement, les politiques influent les choix d'aménagement. Dans vos projets, comment vous faites le distinguo de manière à ce que la conception initiale soit maintenue et que les caractéristiques urbanistiques des villes ne soient pas beaucoup influencées par les décisions politiques. Parce que si on prend l'exemple de Diamniadio, je n'attaque personne, mais à Diamniadio, nous pensons que le stade Abdoulaye Wade, là où est-ce qu'il est placé, ce n'est pas vraiment assez adapté. Voilà.
Le deuxième point, ce serait peut-être par rapport aux prérequis en termes d'outils d'aménagement. On se rend compte qu'au Sénégal, qu'on développe des villes, mais souvent les outils que nous avons dans nos codes d'urbanisme, ils sont de très loin inadaptés à nos besoins de création des villes nouvelles. Je ne sais pas chez vous comment vous avez fait pour développer des villes en tenant compte de ces aspects-là. Parce qu'aujourd'hui, conduire ce type d'aménagement, c'est totalement différent de conduire des actes, des plans de lotissement. Il demande une expertise assez spéciale. Et malheureusement, même dans nos cursus universitaires, nous ne sommes pas souvent assez outillés, nous ne sommes pas souvent formés pour gérer ce type de projet d'envergure. La dernière question, ce serait peut-être par rapport aux aspects climatiques. C'est assez difficile d'intégrer les enjeux de durabilité urbaine dans un projet naissant, dans un projet de ville durable, dans un projet de nouvelle ville. Quels sont les exemples que vous avez à votre niveau, que vous pouvez partager et qu'on va essayer de capitaliser? Merci. Je voulais juste rebondir sur la présentation de Pierre. Hein. Donc, je félicite l'intervenant de par sa clairvoyance. Mais je pense que Pierre, il a posé le débat sur la confusion qui a été, en tout cas, souvent été posée sur les concepts de ville nouvelle et nouvelle ville. Pour nous, en tout cas, les géographes, qui ne donnent pas la même connotation, le même sens. Depuis ce matin, effectivement, nous avons parlé de ville nouvelle. Donc, et je profite de l'occasion pour un petit peu revenir sur la définition que le ministre Seydou Sy Sall avait donnée. D'ailleurs, je l'ai approché pendant la pause pour effectivement me reconforter sur cette définition qui a été donnée, qui consiste à partir d'un néant, ou bien en tout cas sur des espaces qui ne sont pas suffisamment habités. Mais la présentation que Pierre a donnée ici, par rapport à cette série de présentations, si je rebondis un petit peu sur ce qu'il a expliqué à Cotonou, sur la ceinture verte à Grand Nukoué, nous ne sommes pas dans la nouvelle ville, dans la ville nouvelle, mais nous sommes dans la nouvelle ville. Parce que faire la ville dans la ville peut nous amener effectivement à renaturer la ville, à changer radicalement le visage de la ville. Et effectivement, nous sommes dans la nouvelle ville. Et ça, je pense que pour moi, c'était important de revenir sur ces cas d'école qui existent et qui nous clarifient sur autour de ce concept qui a été débattu depuis ce matin. Je vous remercie. Oui, quand on a une petite autorité, il faut en user toujours. Je vais donner la parole à mon ami Fallou Mbacké Cissé, même s'il ne veut pas parler. Parce que tout le monde a insisté beaucoup sur la gouvernance. Je voudrais quand même qu'il nous dise un mot sur l'enjeu de la gouvernance de ces nouvelles villes, parce que je sais qu'il a travaillé sur un certain nombre de propositions pour la gouvernance à Diamniadio. Je pense que la question de la gouvernance, elle est au cœur de la problématique dont nous débattons aujourd'hui. Parce que, vous l'avez dit, généralement, il y a une volonté des pouvoirs publics de mettre en place des villes nouvelles. Et ça, elles le font, ces pouvoirs publics, autant pour moi, ils le font, bien sûr, pour répondre à des défis, à des enjeux et défis, si pour répondre à des préoccupations qui leur sont propres, notamment en termes d'affichage politique, en termes de ce que je vais appeler l'ostentation politique, où il est important de matérialiser des réalisations concrètes, donc qui sont visibles, tangibles, pour étayer un bilan. Alors, quand les pouvoirs publics, notamment le pouvoir central, est dans cette posture, bien entendu, sa volonté est de récupérer tout le gain politique donc de cette option-là. Et quand on veut récupérer tout le gain politique de cette option, ce qui va se passer, c'est qu'on n'est pas très enclin
à l'ouverture. On n'est pas très enclin au partenariat multi-acteurs, etc. Et ça fait que les États conduisent d'autorité de tels projets. En mettant d'abord, en posant un problème, parce que ces États sont généralement des États décentralisés. Et donc, qui ont fait l'option d'avoir des collectivités territoriales comme démembrement. Or, ces projets se déroulent sur des territoires et donc appellent, dans une certaine mesure, la présence et l'implication des collectivités territoriales. À quel niveau, à quel degré est-ce que cette présence et cette implication se font? Problème de gouvernance. Deuxième problème, on ne construit pas une ville pour les immeubles qu'elle affiche, mais c'est pour les hommes qui y vivent et y travaillent, qui doivent être au centre donc, du projet. Et dans quelle mesure est-ce que justement le système de gouvernance va permettre à ces hommes et à ces femmes qui vivent et qui travaillent dans ces villes, donc dans quelle mesure on leur permet aussi d'être présents et d'être impliqués dans ces projets. Nous l'avons vu aussi, ces projets appellent parfois des partenariats internationaux qui font intervenir des investisseurs, qui vont intervenir des États étrangers partenaires, qui font intervenir parfois même des organisations internationales. Dans quelle mesure? Donc, vous voyez, nous sommes dans une problématique complexe, multi-acteurs, mais aussi dans une problématique qui, au fond, je veux dire, est tellement évolutive que nul ne doit avoir la prétention de la maîtriser. Parce qu'en écoutant depuis ce midi, on parle de villes nouvelles, de villes neuves, de villes, etc. Mais moi, ça me renvoie aux origines. La ville, tout simplement. C'est-à-dire, on se rend compte que la ville, c'est quelque chose d'évolutif. C'est quelque chose de malléable également. C'est quelque chose qui est en perpétuelle construction. Et comme dirait l'autre, parler de la ville, définir la ville, pour définir la ville, il faut la conjuguer à tous les temps, y compris au futur. La ville, c'est du passé. La ville, c'est le présent. La ville, c'est le futur. Donc, pour dire que cette complexité rend compte de l'acuité des problèmes de gouvernance. Parce que, justement, la gouvernance, c'est cet art de gérer cette complexité. En bâtissant, en identifiant d'abord les interdépendances multiples. Interdépendances entre les acteurs, entre les problématiques, entre les échelles territoriales, etc. Les identifier et les assumer. Et donc, nous pourrons, dans le cadre du panel de demain, revenir sur les propositions que nous avions faites pour Diamniadio. Parce que nous avons eu le plaisir de faire l'étude sur la gouvernance du pôle urbain donc, de Diamniadio. En somme, il faudrait que nous placions justement ces villes nouvelles en termes de gouvernance dans une posture d'articulation, d'ensemblier, pour qu'elles soient plus des boosters que des territoires qui créent de la rupture et de la distance avec les autres territoires. Merci, Vincent. Merci beaucoup. Merci, Fall. J'avais pas tort, hein?
En tout cas, en conclusion, je dirais que la ville, c'est du coup un objet vivant, et je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire. Et je dirais que la ville nouvelle, dans sa définition la plus vertueuse, sans prendre en considération tous les enjeux fonciers, de financiarisation, etc., et je pense que ça a été développé ce matin par Monsieur le ministre, c'est un des outils parmi d'autres. Donc, on peut s'épargner un débat sur ville nouvelle, nouvelle ville, ville sur la ville, etc. On parle d'un objet vivant, on parle de l'urbain. Après, j'entends que les intervenants du jour ont fait des recherches énormes sur cet objet ville nouvelle. J'en avais pas du tout conscience. Et je vois que c'est un marché. Je pensais que c'était beaucoup moins puissant que ça, et ça invite quand même à pas mal de retenue de la part des décideurs publics et gouvernementaux pour ne pas justement rentrer juste dans la perversité de l'objet ville. Parce que urbaniser pour faire de l'argent, je pense que les challenges qui nous attendent sont hautement plus importants que... enfin, c'est un vœu pieux, mais je pense que c'est hautement plus important. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je pense que nous arrivons au terme de notre deuxième session. Certainement, demain, nous allons aller plus au fond des choses. Mais si nous devrions résumer tout ce que nous avons dit, on va emprunter au nouvel agenda urbain deux concepts clés. Le changement de paradigme. Ces villes nouvelles, quand même, quoi qu'on puisse dire, sont un changement de paradigme en matière de planification urbaine, en matière de construction urbaine et même en matière de construction de logements. Donc, ce changement de paradigme nous invite aussi à prendre les précautions pour interpeller un autre principe clé du nouvel agenda urbain, no one left behind. Ne laissez personne en rade. Et si beaucoup ont insisté sur la question des villages environnants, si Catherine a beaucoup insisté sur la croissance urbaine autour du noyau de Konza City, si certains ont insisté sur la question des acteurs, de cette complexité que Fallou a mis en exergue, c'est justement, on ne veut laisser personne en rade. Et c'est ça qui est difficile, parce que la ville aussi a un temps, c'est vrai. Konza a commencé en 2006, Seydou, vous, c'était en 2000 oui, 14. Vous voyez, il y a peut-être 12 ans de différence, et je pense qu'on est quand même, en matière de développement physique, un peu plus avancé que Konza. Donc, il y a un problème de choix, de gouvernance, hein, mais les ressources publiques sont importantes, mais il faut aller au-delà. Et je pense que nous avons intérêt à ne laisser personne en rade si nous voulons avoir une ville juste. Et justement, c'est l'enjeu peut-être des questions qui seront débattues demain. Les villages environnants, mais aussi les jeunes, les femmes. Les jeunes, si on les met pas dans notre système, ils vont bientôt nous mettre dans leur système. Et leur système, c'est rapide, hein, c'est des pierres ou des coups. Maintenant, les choses ont changé, il faut souvent négocier. Et je le dis, quand on essaie de les comprendre, ils nous comprennent. Mon expérience d'enseignement au cours de ces 2 années a été très fertile dans les rapports qu'on doit instaurer avec la jeunesse. Bon, entre nous, ils m'appellent Pabi, parce que comme je mets des bonnets, ce que je n'ai pas mis aujourd'hui, pour eux, moi, je suis très, très vieux. Et comme j'essaie de les intéresser, d'être sensibles à leur sage et autres, ils sont aussi très sensibles à moi. Lorsque le 1er juin, quand il y avait des risques de manifestation, je dis, bon, le verdict sera donné à midi, donc je vais venir faire cours le matin. Mais ils me disent, non, monsieur, il faut le faire en ligne parce qu'on ne sait jamais. Ils deviennent eux-mêmes très protecteurs. Donc, il faudrait quand même que la question de la jeunesse, la question des femmes, la question des exclus, qu'on les prenne en compte. Sinon, les lendemains vont être très difficiles pour tout le monde. Et des anciens aussi, ça va émerger. On sera de plus en plus vieux, la question de... Oui, mais je vous donnerai la parole au dîner. On aura tout ça. Donc vraiment, Sina, merci beaucoup. Merci vraiment. On a vu qu'il y a un panel très important d'universitaires, de praticiens, de maires, d'anciens ministres. C'est rare d'avoir des ministres qui restent toute la journée, des chercheurs retraités. Donc c'est quand même un conglomérat d'acteurs et cette réflexion est très utile. Et je pense que nous-mêmes, ça a éveillé un peu des partenariats avec Charter, avec d'autres. Je pense que ça a été très fruitful. Merci beaucoup.